Nous sommes le samedi et le dimanche 21 janvier de l'année 2024 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3. Bien, voici le sommaire. La polémique au sujet d'une prétendue révision de la Constitution du Bénin agite l'opinion publique, alors qu'officiellement, le gouvernement n'en est pas l'initiateur, du moins selon des clarifications qui nous sont apportées. Toutefois, la requête adressée à la Cour constitutionnelle à propos des élections de 2026 débouche sur un retour du code électoral au Parlement pour modification de son article 142. En tout cas, nous aborderons le sujet dans ce journal. Nous parlerons aussi de la passation de charges à la tête de la fêtière des caisses d'épargne de crédit agricole mutuel du Bénin. Fissekam Bénin, Clément Yadonta s'en va et Taïrou Bassabi Amadou prend officiellement les rênes de cette structure. C'est à l'issue d'une cérémonie qui s'est déroulée en début de week-end à Abou-Mekalali. Et puis nous reviendrons sur la table ronde du programme Église verte de l'archidiocèse de Cotonou. Une table ronde organisée dans le cadre de la mise en œuvre des ambitions et les principales actions stratégiques à l'intention des membres du corps diplomatique et consulaire et des représentants des organisations internationales près la République du Bénin. Tout s'est déroulé hier samedi à Cotonou sous les yeux de Florence Bossa qui nous en fera le compte rendu. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité au Bénin. La polémique enfle depuis peu autour d'une prétendue révision de la Constitution. Le gouvernement lui dit n'en être officiellement pas l'initiateur. Toutefois, la requête adressée à la Cour constitutionnelle à propos des élections de 2026 débouche sur un retour du code électoral au Parlement pour modification de son article 142. Du coup, question: que craignent les Béninois dans ce débat de modification de la loi fondamentale? Mieux, maintenant que le code électoral est en voie d'être corrigé, comment doit-on s'y prendre pour la préservation des acquis démocratiques? Élément de réponse à travers ce sujet signé William Cliquant. Toute constitution peut être révisée. Il n'est point besoin donc de se mettre en état d'alerte toutes les fois que des ambitions révisionnistes sont évoquées. La Constitution a prévu les choses auxquelles on ne peut pas toucher, à moins d'avoir une nouvelle Constitution. D'abord, dans le texte même de la Constitution, il est dit qu'on ne peut pas toucher ni à la forme républicaine, ni à la laïcité de l'État. De la même manière, on ne peut pas modifier la Constitution pour porter atteinte à l'indépendance et à l'intégrité du territoire. La Cour constitutionnelle, dans sa décision de 2010, a ajouté qu'il faut respecter la limitation à 2 du nombre de mandats, qu'il faut respecter la nature républicaine de l'État et qu'il faut respecter la limite d'âge de 40 ans minimum, 70 ans maximum pour être candidat à l'élection présidentielle. À propos des supputations sur le prolongement de la durée du mandat présidentiel, le constitutionnaliste explique les possibilités. Il préconise le référendum comme mode de révision en cas de besoin. Si le peuple souhaite, soit par référendum, soit par la voie parlementaire, avec le 4/5 des députés, amener le mandat à 10 ans ou à 4 ans, ce n'est pas interdit. Il est toujours bon que ce soit par référendum, même si c'est prévu par la voie d'une révision parlementaire. Et c'est pour cela qu'il est prévu que ce soit une majorité des 4/5, parce que en démocratie, le Parlement n'est pas monocolore. Il y a toujours 2 tendances, et la majorité et l'opposition. Si on arrive à 4/5, ça veut dire qu'il y a eu au moins un large consensus entre majorité et opposition. Voilà pourquoi, quelquefois, on peut aller compte tenu du coût et compte tenu peut-être de la rapidité par la voie parlementaire, en s'assurant que la diversité des opinions que se retrouvent dans la société se traduit déjà dans la composition du Parlement, parce que la Constitution n'est pas un texte pour le pouvoir, pour exercer le pouvoir. C'est notre accord sur les conditions de notre vivre ensemble, en harmonie. Contrairement à la Constitution, la modification du code électoral est à l'ordre du jour. C'est un impératif au vu de la décision de la Cour constitutionnelle rendue ce 4 janvier 2024 concernant les dispositions de l'article 142, alinéa 6. Cette décision de la Cour constitutionnelle révèle que tout le train de réforme prise en 2000
2019 comporte d'énormes lacunes, soit de forme, soit de logique, soit de régularité de fonctionnement des institutions, mais surtout, ces textes ont créé crispation dans le pays, du point de vue de leur contenu. Alors que dans le pays, il y a des gens qui donnent l'alerte. Quand on ne les contraint pas à l'exil, sous des prétextes bien ficelés, logiquement, on connaît ça. Ou si on ne les met pas en prison, également sous des prétextes bien montés, également. Mais quand ce qu'ils disent, il faut écouter, réfléchir et voir quelle est la portée de ce que celui-là que je n'aime pas a dit. Cette relecture prochaine du code électoral est une bonne occasion pour concilier les positions des différents courants politiques crispés sur le sujet. Nous avons régulièrement monitoré les processus électoraux depuis 2015. Par exemple, vous avez la Sénat qui a organisé le modus operandi du parrainage en prévoyant avec traçabilité la délivrance du parrainage, mais jamais avec traçabilité la demande du parrainage. Or, pour éviter tout ce qui a été vécu et objet de contentieux devant la Cour, après adhésion de la Sénat, sur qui serait candidat ou pas, vous aurez compris que la République aurait organisé dans le cadre légal des élections la demande de parrainage sur sa délivrance de façon traçable, administrativement traçable, que nous aurions, disons, épaillé, c'est-à-dire certaines crises inutiles. Et il y a beaucoup de choses à revoir aujourd'hui de manière non exclusive, mais de manière inclusive. C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir doivent avoir l'écoute. Les techniciens de notre société doivent donner priorité à leur service à la nation au niveau de leurs compétences techniques. Sur la question spécifique du parrainage, le législateur se doit d'être plus précis. Le modus operandi mérite d'être davantage explicité dans la loi. Parce que la Sénat, suivant une décision qu'on constatera étant contentieux devant la Cour, datant donc de novembre 2020, aurait explicité en fait comment opérationnaliser, c'est-à-dire le parrainage. Or, la question étant consubstantielle, c'est-à-dire au cadre légal, ça aurait été intéressant que ce que la Sénat a semblé expliciter dans sa décision de novembre 2020 soit clairement contenu dans la loi, puisque relevant du domaine de la loi. La Sénat n'a qu'à appliquer la loi. La question du quitus fiscal qui est revenu. Et là encore, il faut davantage organiser les choses. À en croire les experts, sans réviser la Constitution, le Bénin peut organiser, sur la base d'un code électoral consensuel, des élections libres, transparentes et apaisées. Voilà, le débat se poursuit donc autour de cette prétendue révision de la Constitution au Bénin. Et tout comme ce sujet est celui relatif à l'augmentation du prix des billets d'avion au départ et à destination de Cotonou suscite aussi la polémique au sein de l'opinion publique. Les passagers disent ne pas comprendre la logique du gouvernement qui pourtant s'est engagé dans la promotion de la culture béninoise à l'international. Alors, qu'en est-il concrètement de cette décision? Idrissou Boukari et Elvis Tonoucoin nous donnent ici une réponse. L'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou se métamorphose pour mieux répondre aux exigences internationales. Des milliards ont été investis par le gouvernement du président Patrice Talon pour offrir du confort aux passagers et renforcer la sécurité des avions qui décollent et atterrissent sur le tarmac. Et c'est dans le but d'amortir son investissement que le gouvernement a décidé d'augmenter les redevances aéroportuaires restées statiques depuis 12 ans. Une augmentation qui aurait eu un impact sur les prix des billets d'avion. Ce qui a été distillé dans l'opinion, c'est que, je ne sais pas si c'est les compagnies qui l'ont fait de façon malhonnête, c'est que les coûts des billets d'avion
aurait augmenté pour prendre en compte les redevances, les nouvelles redevances que le gouvernement a créées. Ça, c'est faux. Pour clarifier la position des uns et des autres et situer les responsabilités, le directeur général des transports terrestres et aériens a échangé jeudi avec les représentants des compagnies aériennes présentes au Bénin. Une séance de vérité à la faveur de laquelle les deux parties ont essayé de s'accorder sur l'application des nouvelles redevances décidées par le gouvernement. En tout cas, Rwandair n'a pas touché à ces tarifs jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais si pendant que la compagnie réfléchit à réajuster les tarifs, à voir comment aider la population, et les tasses augmentent, la compagnie ne peut que rajouter les tasses. Des comparaisons sont régulièrement faites par ailleurs entre les billets d'avion vendus à Cotonou et à Lomé au Togo. La différence, selon les représentants des compagnies aériennes, est que l'aéroport de Cotonou devient attractif et par conséquent, la course à l'achat des places est rude. En ce moment, à Lomé, il y a des promotions qui n'ont pas été lancées au départ de Cotonou. Au départ de Lomé, il y a des promotions vers Paris. C'est des promotions qui sont temporaires, comme une promotion, parce que nous avons besoin de trafic au départ de Lomé. Au départ de Cotonou, le trafic est très actif au départ de Cotonou, donc la compagnie décide de ne pas lancer de promotion. Voilà. C'est juste une stratégie qui est temporaire. Deuxième chose, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les compagnies qui le disent. Ils font du beurre sur la destination Cotonou parce que Cotonou est attractif. Et les places qu'ils mettent en vente le nombre de places qu'ils mettent en vente sont largement inférieurs à la demande. Et donc, ils mettent le prix. Ils disent qu'à contrario, à Lomé, au Togo, que le nombre de places qu'ils mettent en vente est largement supérieur à la demande. C'est pourquoi ils ont baissé les prix pour attirer de la clientèle. Le gouvernement poursuit la transformation de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. L'un des objectifs est de mieux vendre la destination Bénin. Et place maintenant au traditionnel exercice de début de chaque année, la présentation des vœux du Nouvel An. D'abord, les membres de la plateforme des organisations non gouvernementales du Bénin qui ont sacrifié à cette tradition en présentant leurs vœux du Nouvel An au ministre d'État Blaye Biotchane. C'était en début de week-end. À Cotonou, précision, Esther Tofa et Elvis Tounoukoy. C'est à travers une cérémonie fort simple que le ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale a reçu les vœux du Nouvel An de la plateforme des organisations non gouvernementales installées au Bénin. Cette cérémonie représente également pour la plateforme une occasion de renouvellement des engagements. Que notre partenariat dynamique et inclusif se poursuive en encourageant un dialogue régulier, une coordination renforcée et une utilisation efficiente des ressources pour maximiser l'impact de nos actions communes. Que nous continuons à promouvoir et à valoriser les bonnes pratiques en matière de gouvernance, de transparence, de redevabilité, tant au niveau des organisations internationales que du gouvernement, pour renforcer la confiance mutuelle et l'efficacité de nos actions conjointes. Enfin, que notre collaboration soit un modèle inspirant pour d'autres pays. Le ministre Abdoulaye Biotchane, en recevant les vœux, a souhaité un renforcement de la collaboration entre ces ONG intervenant sur le territoire béninois et le ministère. Il en a profité pour parler des innovations au titre de l'année 2024. Je vous ai d'ailleurs fait une test que nous introduisions quelques innovations qui permettent de rendre plus efficace. Celle-ci vise à ancrer comme une plateforme statutaire de revue et performance entre le collectif international et le Bénin. Et que nous allons en faire une activité permanente entre nos ennemis, de nous asseoir une fois par an pour évaluer ce qui s'est passé et comment nous pouvons les uns les autres travailler
l'année dans laquelle toujours, mais de manière encore plus La cérémonie d'échange des vœux entre le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale et la plateforme des ONG exerçant au Bénin est une tradition qui perdure depuis 2018. Voilà, et de Cotonou au département de l'Ouémé, le personnel de la mairie de Dangbo a aussi sacrifié à cette tradition de présentation de vœux de Nouvel An. La cérémonie s'est déroulée en milieu de semaine dans les locaux de l'hôtel de ville et pour l'occasion, des engagements ont été pris pour la bonne marche des activités et de la mairie et bien sûr pour le bien-être des populations. On va faire le point avec Florence Bossa. Le conseil communal de Dangbo a sacrifié à la tradition de présentation de vœux du Nouvel An ce jeudi 18 janvier 2024. Une rencontre importante à la fois de détente mais aussi de bilan des actions menées durant l'année 2023 et d'annonce des perspectives pour 2024. Entourés du maire, les conseillers communaux, les services déconcentrés de l'État, le secrétaire exécutif, le personnel de la mairie, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile de la commune ont une fois encore démontré la parfaite harmonie qui règne dans la gestion de la cité des Ouéménou. Voudrais-je au prime abord remercier très sincèrement tous les conseillers communaux de Dangbo qui chaque jour démontrent par leurs décisions et leurs actions leur bonne perception des différentes réformes engagées par le rayonnement, pour le rayonnement, je veux dire, de notre cité commune Dangbo, la terre hospitalière et nourricière des Ouéménou. L'année 2023 a été témoin de nombreuses réalisations pour le rayonnement de la commune de Dangbo. Depuis le mois d'avril 2022, avec la réforme structurelle sur la décentralisation, Dangbo a reçu un nouveau souffle dans sa marche vers le progrès. On notera les grands travaux en cours de réalisation dans la commune, mais surtout la mobilisation des ressources propres. Nos ressources propres sont passées de 266 millions en 2022 pour atteindre plus de 510 millions en 2023. C'est une prouesse pour laquelle il faut féliciter et encourager tous acteurs, qu'ils soient politiques ou techniques, de la mairie ou des services déconcentrés de l'État. L'autorité communale, loin de se noyer dans une autosatisfaction, a conscience des efforts et défis qui restent à relever. L'ambition pour le maire de passer d'une commune à statut ordinaire à intermédiaire et pourquoi pas au statut particulier gouverne désormais les esprits. Et pour y arriver, la recette est toute trouvée. Mais en même temps, vous savez, nous devons nous approprier le défi de 2024. C'est d'atteindre au moins 600 millions de francs CFA. Oui, nous le pouvons. Et ensemble, en travaillant dans la saine et franche collaboration, nous y parviendrons. En retour, le maire de la commune de Dangbo a reçu les vœux du conseil communal. Par la voix du premier adjoint au maire, les conseillers communaux ont salué le leadership de l'autorité communale. Monsieur le maire de la commune de Dangbo, je voudrais vous remercier pour votre management. Je voudrais vous formuler mes vœux de robuste santé. L'occasion a été également saisie par le personnel d'exposer quelques doléances. À cette doléance, le secrétaire exécutif de la municipalité a donné une suite favorable. Vous avez évoqué quelques questions telles que les avancements. Passer dessus laisserait peut-être dans des mémoires que nous restons vous devoir des avancements. Je crois savoir qu'en 2023, tout ce qui concerne les avancements d'échelons et de grades ont été vidés.
À cette cérémonie de présentation de vœux, les conseillers communaux, les services déconcentrés de l'État dans la commune de Dangbo, le personnel de la mairie, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile de la commune ont tous réitéré leur engagement pour accompagner la mairie de Dangbo vers un développement durable. Voilà, échange et présentation de vœux autour, bien sûr, de ces plats. Au niveau des chambres consulaires, la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au secteur privé a été couplée cette année avec la deuxième édition de la rentrée économique du secteur privé. Une cérémonie organisée vendredi dernier à Cotonou avec, bien sûr, le concours de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la Chambre d'agriculture du Bénin et la Chambre des métiers du Bénin. Regardez. Une année s'est achevée. Une nouvelle a débuté. Pour le secteur privé béninois, c'est l'heure de la rentrée économique. Cette rentrée économique revêt une importance particulière car elle offre, une fois de plus, l'occasion unique de réfléchir sur les défis et les opportunités qui se présentent à nous en cette nouvelle année. Le secteur privé béninois a besoin de synergie, voire de complicité, pour voir ensemble l'avenir en confiance. Face aux diverses fluctuations économiques et aux défis mondiaux. Plusieurs communications ont été présentées au cours de cette activité. Il s'agit de la présentation des résultats d'une enquête réalisée par l'Observatoire du commerce, de l'industrie et des services auprès des entreprises de la place, d'une communication sur la plateforme PME Bénin et de la présentation de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Les résultats que nous avons présentés tout à l'heure, c'est les résultats de la deuxième édition de cette enquête, l'enquête d'opinion. Donc, globalement, comme je l'ai présenté, les entreprises ont dit que l'activité a évolué avec un niveau moyen. Un niveau moyen juste au-dessus de 50%, 57%. Et ceci s'explique par quelques difficultés que ces entreprises ont eues au cours de l'année 2022. S'en est suivi d'un panel sur le thème « Ensemble pour la construction d'un écosystème au service du développement et du secteur privé ». L'atelier a été clôturé par la présentation des vœux du secteur privé. Et je saisis cette occasion pour vous adresser au nom du secteur privé du Bénin et à mon nom propre tous mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité, ainsi qu'à tous vos proches. Que cette année 2024 soit pour vous porteuse d'espoir, de promesses et d'avancées. Les acteurs du secteur privé se sont quittés en portant l'espoir d'une année riche en opportunités. Direction la tête de la fêtière des caisses d'épargne de crédit agricole mutuelle FESECAM Bénin, dont le gouvernail a changé de main après des années de gestion et à la fin de son mandat justement. Clément Yadonta cède son fauteuil à Taïrou Bassabi Amadou. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée vendredi dernier à Aboumey-Calavi. Images et son. Membres de l'administration, partenaires et responsables de structures de l'écosystème de la microfinance au Bénin sont rassemblés ici dans le cadre d'un événement majeur. La passation de service entre les directeurs généraux sortants et entrants de la FESECAM Bénin. Après avoir conduit la destinée de l'institution pendant plus de 2 ans et demi, Clément Yadonta tire sa révérence. Je ne saurais oublier mes collaborateurs directs qui ont travaillé à mes côtés de mai 2021 au 31 décembre 2023, ce qui a permis d'obtenir les résultats que je peux qualifier d'appréciables en si peu de temps. À monsieur le directeur entrant, maintenant que vous avez pris la relève, je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions et vous rassure de mon entière disponibilité lorsque le besoin se fera sentir. Un vibrant hommage a été rendu à l'homme par le président du conseil d'administration et le représentant des partenaires sociaux. Je souhaite que M. Pipin Clément Yadonta a eu un parcours assez riche dans ce réseau
Et de par ses expériences, sa rigueur, il a pu en peu de temps, à la tête de l'institution, relever assez de défis. Grâce à votre esprit d'ouverture, la plupart de nos doléances ont été satisfaites. Diplômé des banques et finances au COFED à la Banque centrale, le nouveau directeur général de la FESECAM Bénin est un ancien cadre de la maison. Recruté en 1997 en qualité de comptable, il gravit progressivement les échelons pour se hisser en octobre 2021 au poste de directeur de l'analyse et de la planification, position qu'il occupe jusqu'à sa nomination. Je voudrais rappeler ici, de façon synthétique, les principaux actes de mon mandat. Il s'agit dans un premier temps d'assurer le respect des dispositions réglementaires en vigueur dans le secteur. Poursuivre la finalisation de la centralisation des bases de données et l'installation de l'épargne planifiée digitalisée dans sa version 16. Vous avez des défis de système d'information, vous avez des défis d'opérationnalisation de votre dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et j'en passe. Elle dit que nous célébrons votre entrée, mais nous vous attendons. Et bien derrière, je vous rassure, vous avez le soutien du directeur général de la NSFD pour vous aider à bien conduire votre mission. Plusieurs entractes ont marqué cette cérémonie, au nombre desquelles des prestations artistiques, la diffusion d'un film sur la FESECAM Bénin et la remise de présents au directeur général sortant. L'événement s'est achevé par un buffet. Ambiance conviviale donc. Et dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la table ronde du programme Église verte de l'archidiocèse de Cotonou, une table ronde organisée dans le cadre de la mise en œuvre des ambitions et les principales actions stratégiques à l'intention des membres du corps diplomatique et consulaire et des représentants des organisations internationales près la République du Bénin. Tout s'est passé hier samedi à Cotonou. Compte rendu Florence Bossa. Susciter l'adhésion des partenaires aux initiatives de lutte pour la préservation de la maison commune, la terre, c'est la mission de cette rencontre d'envergure internationale. La table ronde des partenaires sur le programme Église verte sont conviés le corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales, les prêtres et les religieuses. Par le programme Église verte, l'Église famille de Dieu qui est à Cotonou exhorte en ce jour la communauté internationale à une prise de conscience. Et de fait, face au changement climatique, il y a lieu de mener des actions urgentes pour des résultats visibles et lisibles. L'Église famille de Dieu qui est à Cotonou appelle la communauté internationale à écrire par l'action l'histoire de la sauvegarde de notre maison commune, l'histoire de la sauvegarde de la création et l'histoire de la préservation de notre patrimoine commun et unique. L'archidiocèse de Cotonou, par ces projets, rend plus concret l'appel à l'écologie intégrale du Saint-Père, en offrant la possibilité aux communautés chrétiennes de s'engager dans la dynamique d'un nouveau style de vie. Le gouvernement béninois, à travers le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, se pose plus fermement à œuvrer aux côtés de l'Église pour l'amélioration du cadre de vie de la population béninoise. Au Bénin, les instruments juridiques et des programmes en vue de la gestion durable des ressources naturelles et de la préservation de l'environnement sont mis en place. Ces appels des icônes spirituelles internationales pour la sauvegarde de la nature, comme la lettre encyclique du pape François, témoignent de la nécessité de la prise effective de conscience de l'homme. Le programme Église verte est un programme qui prône une église au service de la création d'un environnement sain, du développement intégral de l'homme. Le cardinal réaffirme la disponibilité de l'église à faire face aux défis auxquels sont confrontées les populations et appelle à la responsabilité de tous pour la protection de l'environnement.
L'Église fera ce qui relève de sa mission et tâchera de se montrer exemplaire en agissant de façon cohérente avec ce qui est enseigné dans Laudato Si. Et dans le cadre de la synergie, l'Église facilitera ainsi la tâche à l'État qui a en fin de compte la responsabilité de la gestion. La durabilité d'un tel projet requiert la mobilisation et l'appropriation par la population s'avère donc incontournable. Au terme de cette table ronde des partenaires, les participants encouragent l'initiative et y adhèrent avec la promesse de lui faire bénéficier de leur soutien et appui technique et financier. Et voilà, en sport, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations reste toujours au devant de l'actualité. La deuxième journée de la phase de groupe prend fin ce dimanche. Hier samedi déjà, fortune diverse pour certains pays considérés comme des petits poussés de la compétition, à l'image bien sûr de l'Angola qui est en passe de briser le plafond vert qui jusque-là le maintient au premier tour de la compétition. Les détails, c'est avec Candide Moueto. Les Palancas Negras de l'Angola veulent réécrire leur histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Si depuis 2012, l'Angola n'a plus franchi l'étape du premier tour du tournoi sur ses 3 dernières participations, il est maintenant tout proche de briser cette malédiction. Après avoir tenu en échec les Fennecs d'Algérie à leur entrée en lice, les Angolais ont pris le meilleur sur les Mauritaniens pour leur deuxième sortie. Et ceci à l'issue d'un match où la sensation et la tension étaient folles jusqu'au coup de sifflet final. Les deux équipes se séparent sur score nul, d'un but partout à la pause. Du retour des vestiaires, il n'a fallu que 5 minutes pour que l'Angola prenne l'avantage au score avant de corser la mise à la 53e minute. Menés au score, les Morabitoun ont réduit l'écart à la 58e minute de jeu. Mais ça sera sans grande incidence sur l'issue de la rencontre. Score final 3-2. Une victoire qui permet à l'Angola de prendre la première place du groupe D devant le Burkina Faso qui a partagé les points avec l'Algérie un peu plus tôt avec un match nul. La rencontre indécise de cette journée a vu le Mali et la Tunisie se séparer en de bons amis sur le score de parité d'un but partout. Avec ce résultat, les Aigles du Carthage battus d'entrée par la Namibie enregistrent ainsi leur premier point de la compétition. Le Mali, quant à lui, totalise désormais 4 points et se positionne à la première place du groupe E. Voilà, c'est un résumé signé Candide Moueto. Il faut dire qu'à partir de demain déjà, des adieux à la couronne continentale vont commencer, bien sûr, avec certains pays qui feront bien sûr leur valise à l'issue de la 3e journée des matchs de groupe de cette compétition. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et surtout, bonne soirée.